De Montmorillon à Nantia, de Bellac à la Souterraine, c'est la marche à suivre sur RMJ. Bonjour, le résumé de l'info locale sur RMJ en un rendez-vous. C'est tout de suite la marche à suivre sur RMJ. À Magnac-Laval, il y a quelques jours, une opération séduction s'est déroulée dans le lycée agricole. Les élèves ont eu au menu de l'agneau. L'objectif vise à redonner ses lettres de noblesse à cette viande. On écoute tout de suite Antonio Ferreira, responsable du site du CFPPA de Bellac. Il est au micro de Jérémy Wattiez. C'est que la consommation, je dirais, des jeunes va plutôt vers du fast-food, kebab, pizza et autres hamburgers, et qu'ils délaissent un petit peu la cuisine traditionnelle et éventuellement donc des plats traditionnels cuisinés antérieurement par la famille qui faisait les repas dominicaux, quoi. Donc de fait, on a essayé, et au travers d'une première opération au mois de novembre, donc déjà de cibler un petit peu quels seraient des plats à partir de l'agneau local, donc puisqu'on est quand même dans un bassin de production d'agneau baronné. Donc si éventuellement, par rapport à une certaine préparation ou un type de préparation, les jeunes auraient été enclins à cette consommation. Donc c'est ce qui a fait la première opération au mois de novembre, en partenariat avec les cuisiniers des deux selfs, donc de Magnac-Laval et des Vazés, préparer plusieurs recettes à base donc d'agneau et qui ont été dégustées par des jeunes des deux sites. Et à l'issue de cette journée-là, donc, sont apparus deux plats phares qui ont été privilégiés par les jeunes. Et donc maintenant, en fin de compte, on continue l'opération séduction et on met à disposition des jeunes donc, sur le repas de midi donc ces deux fameux plats à base d'agneau, donc des côtes d'agneau au parmesan et un tagine d'agneau qui bizarrement lors de la première édition donc de sélection est ressorti dans le premier plat préféré des jeunes. Ce qui nous a paru d'autant plus bizarre, c'est que c'est un plat cuisiné, c'est pas de la street food, c'est pas du fast food, et qu'ils ont beaucoup apprécié le tagine à base d'agneau. Donc aujourd'hui, deuxième rencontre, et donc la mise en pratique donc de cette restauration en service par les cuisines de Magnac-Laval, et donc de voir un petit peu quelle est la consommation d'agneau et comment ces jeunes vont réagir par rapport à ces deux plats élus par leurs comparses. Le but final, c'est de pouvoir aussi mettre ce plat dans le self, en fait, tout simplement. Ah oui, l'objectif vraiment, c'est de pouvoir faire que à l'avenir, on puisse de temps à autre proposer aux jeunes des plats à base d'agneau baronné produits par nos acteurs locaux et la filière. Voilà, donc c'est vraiment l'objectif, c'est de faire consommer de la viande d'agneau qui est un mets peu consommé en règle générale par la population française, mais aussi et surtout par les jeunes, et donc de réintroduire cette consommation dans leur goût gustatif et culinaire. Mais si chaque fois il y en a quelques-uns qui prennent goût, on peut espérer qu'à terme il y ait des changements de comportement. Bruno Saillet, directeur de l'exploitation agricole de Magnac-Laval. Et le but justement final, c'est de pouvoir mettre à la carte du self de l'agneau. Ah oui, et puis alors à Magnac, franchement, on a une équipe cuisine, là il n'y a rien à dire. On a la chance d'avoir une cantine où on mange régulièrement des produits locaux et de qualité. Donc un produit sain qu'on propose justement à des élèves qui travaillent dans le monde de l'agriculture. Voilà, c'est aussi pour leur faire découvrir d'autres saveurs, d'autres goûts et d'autres manières de travailler. Parmi les élèves du lycée agricole, nous avons rencontré Maëlle, future vendeuse en animalerie, ainsi que Ron, futur agriculteur. Ils ont tous les deux voulu changer leurs habitudes en prenant de l'agneau. Ça change un peu et j'ai vu que c'était en plus du sucré en plus, donc je trouvais ça intéressant. La majorité des jeunes ne mangent pas forcément d'agneau. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est bon l'agneau ou pas ? Oui, c'est plus ou moins bon. Après, chacun a ses goûts, mais moi ça me dérange pas en tout cas. Dans les repas, même pour vivre, on a besoin quand même de protéines et tout, protéines animales. Donc, C'est bien important de manger de la viande qui provient de notre travail. Donc ça fait toujours plaisir de pouvoir profiter de son travail. Mais à la différence de la malbouffe, c'est que au moins tu sais d'où vient la viande, toi. Oui, c'est sûr. Oui, on sait d'où elle provient. Donc oui, on sait comment elle était élevée, comment elle était abattue. Donc oui, c'est très bien. Et justement, qu'est-ce que tu pourrais dire à tes camarades qui ont choisi, on va dire, le poulet plutôt que l'agneau ? Faut un peu d'originalité aussi des fois, donc pourquoi pas essayer aussi, même quitte à essayer, on n'aime pas donc, tous forcément, mais il faut essayer aussi des fois un peu. Il faut goûter tout simplement. Voilà, il faut goûter, c'est ça. Au total, 3 plats ont été proposés au menu du self, 2 d'entre eux à base d'agneau du Baronnet élevé sous la mer, et un 3e au poulet.
Bien que certains n'ont pas voulu jouer le jeu en mangeant de l'agneau, le bilan reste plutôt positif pour l'établissement agricole de Magnac-Laval. La marche à suivre sur RMJ. À Bellac, la BMPAH a changé de bureau. L'association Bellac-Mézières Personnes Âgées ou Handicapées œuvre en faveur des personnes âgées installées aux 2 places Carnot à Bellac. Elle propose aux personnes âgées de rester à domicile grâce à la participation de personnes pour le ménage, pour leur permettre de rester dans leur milieu de vie. On écoute tout de suite Claude Perronnet, le président de cette association Bellac-Mézières Personnes Âgées ou Handicapées. Alors d'abord que j'explique que la BMPAH, c'est le regroupement des 2 anciens offices de coordination pour personnes âgées du canton de Bellac et du canton de Mézières qui se sont donc mariés en juin 2014. Alors c'est une association qui est à destination des personnes âgées de plus de 60 ans et des personnes handicapées pour participer à la politique du maintien à domicile. Elle permet aux personnes âgées en perte d'autonomie ou aux personnes handicapées, temporaires ou non, de rester dans leur milieu de vie par la mise en place d'employés de maisons à domicile qui viendront faire le ménage, assurer l'entretien, l'hygiène du logement, repasser le linge, faire les courses peut-être. Repas, faire les courses, faire les visites, accompagner, et puis aussi faire la promenade, assurer tout ce qui est, faire la toilette, à condition que ce ne soit pas... C'est surtout un contact auprès de ces personnes âgées, que ce soit sur les cantons de Mézières ou de Bellac, ce contact important pour des personnes qui sont parfois isolées en campagne. Tout à fait, c'est un contact, mais c'est aussi un service. Une intervention, un service qui est très important. Et puis j'ai oublié aussi toute l'aide auprès de ces personnes, l'aide administrative par exemple, faire les paperasses et tout ça. Donc c'est un contact. Parfois, ces aides ménagères sont les seules personnes que rencontrent dans la semaine les personnes âgées ou handicapées, mais il y a en plus le service qui est réalisé par ces personnes-là. Et pourquoi un service tenu par une association alors que l'on voit de nombreuses sociétés être lancées dans ce domaine? On voit même la Poste maintenant qui improvise des contacts auprès des personnes isolées. Pourquoi encore une structure associative pour aider à ce maintien à domicile? Alors je pense que c'est l'histoire qui est à l'origine de ça. Il y a une trentaine d'années, le Conseil général de l'époque avait mis en place ces offices de coordination qui sont donc des associations qui n'ont pas de but lucratif. Notre objectif n'est pas de faire des bénéfices, mais de rendre service aux personnes, en particulier dans le milieu rural, qui à l'époque n'intéressait surtout pas les organismes privés. L'association n'est pas l'employeur des personnes qui interviennent auprès des personnes âgées, ce sont elles-mêmes les employeurs, vous n'êtes que les interlocuteurs en fait. Oui, nous sommes une association mandataire, nous servons d'intermédiaire entre les personnes âgées ou les personnes handicapées et puis les salariés. Mais c'est nous qui réalisons les contrats de travail, les suivis, les feuilles de paye, etc. Mais l'employeur continue d'être effectivement la personne âgée ou la personne handicapée. La BMPAH, elle intervient auprès de combien de personnes ici sur les anciens cantons de Mézières et de Bellac? Alors sur les 2 anciens cantons de Mézières et de Bellac, selon les années, c'est aux alentours de 160-170 employeurs, personnes âgées ou handicapées, dont à peu près 70 sont bénéficiaires de l'APA. C'est avec 100, 110, 120 selon les années employés qui interviennent auprès de ces personnes handicapées. Ça représente 26 équivalents temps plein sur le canton de Bellac et sur le canton de Mézières. D'où l'importance de ces services, de cette association ici sur le secteur. Oui, alors je précise d'ailleurs que si elle existe sur le canton de Bellac et sur le canton de Mézières, il existe des associations identiques sur le canton du Dorat, l'ancien canton du Dorat, l'ancien canton de Magnac-Laval, de Saint-Sulpice-les-Feuilles ou de Château-Ponsac. Et l'ensemble de ces associations intervient auprès de près de 700 personnes âgées ou handicapées, c'est-à-dire à peu près 20% des plus de 70 ans qui peuvent ainsi, comme ça, rester chez eux et qu'en termes d'emploi, ça représente plus de 100 équivalents temps plein. Donc on imagine que toute personne recherchant un emploi peut déposer sa candidature auprès de vos bureaux Place Carnot à Bellac, et puis les personnes âgées qui, elles, recherchent une personne pour les aider à se maintenir chez elles peuvent vous contacter régulièrement. Effectivement, il y a 2 sites. Alors le site de la place Carnot à Bellac, c'est dans l'ancienne école Carnot, à côté du pays. Et là,
permanente, notre permanente gérontologique assure une permanence tous les matins, place Carnot, et l'après-midi, c'est au foyer logement de Mézières-sur-Issoire où notre permanente assure la permanence. Je ne donne pas les numéros de téléphone parce que à la radio, sans doute, on ne les retiendra pas, mais le site de Mézières-sur-Issoire, donc c'est au logement foyer, et le site de Bellac, c'est place Carnot. Mais voilà ce que l'on pouvait dire de Bellac Mézières Personnes Âgées et ou Handicapées, cette association qui aide au maintien à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie ici, sur les cantons de Bellac et de Mézières-sur-Issoire. Nous étions en compagnie de son président Claude Perronnet. Merci. Pendant les vacances scolaires à Bessines-sur-Gartempe, les jeunes sportifs ont pu s'adonner à leur passion du ballon rond. Mais pas seulement, grâce à l'US Bessines-Morterolle, ils ont pu découvrir des valeurs positives telles que la solidarité, la tolérance et le respect. Un rendez-vous qui allie sport et éducation. Écoutez Gilles Edme, le président de l'US Bessines-Morterolle. Il est au micro de Philippe Quicampro. Notre spécificité du club, c'est en fait de travailler le football bien évidemment, mais également les actions citoyennes. Donc le mardi, nous avions la prévention routière et nous avons aussi eu la présence de Madame le maire qui, elle, a travaillé sur la laïcité. Voilà, donc nous avons effectivement, nous allions toujours ce côté éducatif au côté sportif. Et plus qu'un rendez-vous sportif, l'US Bessines-Morterolle s'inscrit dans le cadre du programme éducatif fédéral. Le dispositif tend à capitaliser sur les vertus éducatives du football. Alors le programme éducatif fédéral justement comprend plusieurs thèmes, notamment la santé, la citoyenneté, la connaissance du football, l'environnement, et on essaie justement, tous les clubs qui adhèrent au programme éducatif fédéral doivent développer ce programme lors des entraînements notamment. C'est des séances qui sont très très courtes, 2-3 minutes ou 5 minutes avant l'entraînement, on parle les économies d'énergie par exemple. C'est quoi? C'est en fait leur dire, quand vous sortez, vous éteignez la lumière, vous fermez la porte. C'est de leur rappeler des choses simples qui sont aussi valables pour la vie de tous les jours. Fermer les vestiaires, économiser l'énergie, respecter ses coéquipiers. Derrière ce stage foot citoyen, on cherche tout simplement à responsabiliser les jeunes joueurs. Tout à fait. On essaie de responsabiliser sur plusieurs choses. Sur la santé, nous avons développé, alors maintenant, ça fait maintenant plus de 15 ans qu'on fait ces stages avec des actions citoyennes. On se rend compte que les jeunes sont assez responsables en fait. Ils sont assez. Alors bien sûr, ils viennent là pour faire du foot, donc il faut pas que ça dure trop longtemps. Mais sur 1 heure et demie, on réussit quand même à maintenir leur attention sur toute cette citoyenneté qui malheureusement fait parfois défaut. Une citoyenneté que l'on retrouve dans le sport collectif autour du ballon. Ce sont tout un tas de règles qui sont inculquées. Respect du joueur, des règles et de l'arbitre. Des notions simples et fondamentales abordées avant chaque séance. Ça fait partie, le respect de l'arbitre, le respect des valeurs du football, le plaisir, respect, tolérance et solidarité. C'est des notions qu'on essaie de leur inculquer et l'avantage de travailler chez les jeunes, c'est qu'en fait, on sait que il en ressort toujours quelques bonnes attitudes sur le terrain et autour du terrain, parce qu'il faut pas oublier aussi que on essaie de sensibiliser les enfants, mais également à travers les enfants, les parents, parce que quand ils rentrent chez eux, ils racontent ce qu'ils ont fait pendant la journée, ce qu'ils ont entendu, et souvent les parents sont sensibles aussi à l'attitude de leurs enfants. Et c'est à nouveau un succès pour le club de foot. Durant les vacances d'hiver, les jeunes ont répondu en nombre à ce rendez-vous à la fois sportif et ludique. Alors on a eu les U11, U13 2 jours, on a eu les U7, U9, les tout petits là, le mercredi toute la journée, où on a traité des dangers domestiques, et les U15, U17, c'était le jeudi et vendredi, donc on a traité la prévention routière et de la citoyenneté. Citoyenneté et ballon rond font bon ménage à Bessines-sur-Gartempe. Derrière ces vacances foot, l'US Bessines-Morterolle entend bien passer le flambeau aux futurs joueurs du club. La prochaine session de ce stage football citoyen aura lieu durant les vacances de Pâques. Plus d'infos auprès de l'association. La marche à suivre sur RMG.
Et c'est toujours une semaine d'infos locales que l'on vit sur votre radio avec la marche à suivre. On prend la direction d'Oradour-Saint-Genès. Là, on a décidé de garder l'église au milieu du village et de faire en sorte qu'elle soit rénovée. Pour cela, une souscription publique a été lancée en 2017 grâce à l'aide de la Fondation du Patrimoine. L'objectif, donner une seconde jeunesse au monument qui trône au milieu des maisons du bourg. Un pari gagné puisque les bienfaiteurs ont joué le jeu et les travaux ont pu se réaliser ces derniers mois. La souscription publique, elle, est toujours ouverte. Avis aux amateurs. Gilles Reynaud, le maire d'Oradour-Saint-Genès. Même si les travaux de rénovation du clocher sont terminés, la mise aux normes électriques est faite également et on a un nouveau paratonnerre sur le clocher, on peut toujours faire un don. Alors il y a des manifestations, un concert qui est prévu avec le trompettiste Jean-Claude Borelli et avec un groupe de Limoges du Gold Bell Fusion, un au mois de mars et l'autre au mois d'août. Et on peut, la plateforme de la Fondation du Patrimoine est toujours ouverte, on peut toujours faire des dons. On a récupéré à peu près 10 000 euros jusqu'à maintenant de dons, et donc qui serviront à financer les travaux. Il nous reste à peu près le même chemin à faire, c'est-à-dire il nous reste entre 9 et 10 000 euros à récupérer pour que ça soit une opération blanche pour la commune. Donc on espère qu'on arrivera avec encore l'élan qui est de mise et puis les manifestations, on espère arriver à 10 000 pour que ça coûte le moins possible aux habitants de la commune et que ça soit une réussite sur le plan technique, ça c'est fait, et que ça soit aussi une réussite sur le plan financier. Quelle a été la nature des travaux? Alors il y a une réfection totale du clocher, donc de la flèche et du fût. Toutes les ardoises ont été changées, la charpente quand c'était nécessaire a été ou changée ou renforcée. Donc on a mis aux normes le paratonnerre qui avait une seule descente et qui maintenant en a deux. Et il a été fait la mise aux normes électriques à l'intérieur de l'église et la pose d'un chauffage sur à peu près les 2/3 de la surface de l'église, qui est, de l'avis des utilisateurs, un vrai plus. Combien de durée ces travaux? Les travaux, la phase technique a été très très vite. Les travaux ont commencé à la rentrée, donc au mois de septembre, et on a fait la réception des travaux début décembre. Et on a eu beaucoup de chance puisque pendant cette période-là, pour des travaux de toiture, c'est important d'avoir du mauvais temps. Il n'y a quasiment pas eu de jour d'intempérie, donc ça s'est très bien passé. On imagine que les habitants, les riverains sont heureux de retrouver ce monument qui a pris un coup de jeunesse. Eh bien voilà, la partie, le clocher, c'est quand même la partie symbolique de l'église, et l'église c'est pas n'importe quel bâtiment communal. Donc c'est un chantier, c'est pas un petit chantier, hein. Il y a eu 35 mètres d'échafaudage de posé. Les plus courageux sont montés jusqu'au coq. Je n'en fais pas partie, je me suis arrêté un tout petit peu avant. Mais il y a un vrai engouement, hein. On ne pensait pas récolter 10 000 euros assez rapidement et assez facilement. Les associations ont joué le jeu, les amis ou les gens qui ont une attache sur la commune ont joué le jeu aussi. Les habitants aussi ont été généreux, ils vont continuer à l'être. Ce qui montre et ce qui prouve l'attachement à ce bâtiment qui n'est pas qu'un bâtiment cultuel, quoi. C'est du patrimoine culturel de la commune où il y a un affect particulier autour de cette église. Le don, on peut le faire jusqu'au mois d'août prochain? On peut le faire on peut tant que la plateforme reste en ligne, reste ouverte, vous pouvez faire les dons sur le site de la Fondation du Patrimoine. C'est assez facile à faire. Et voilà, donc c'est déductible des impôts, bien sûr, comme tous les dons quand il y a un mécénat. Et pour célébrer la rénovation de ce bâtiment historique ici à Oradour, on se retrouve donc en mars pour ce concert. Voilà. Alors il y aura le concert de mars, il y aura le concert du mois d'août aussi. Je pense qu'une fois que les différentes manifestations se seront produites, on fera peut-être une petite inauguration un peu plus officielle où on invitera la population, les donateurs et aussi les institutionnels qui nous ont aidés, donc la région, le département, la Fondation du Patrimoine bien sûr, l'État, tous nos financeurs et tous les partenaires privés ou publics qui ont pu nous aider dans cette réalisation. À Oradour-Saint-Genès, les bienfaiteurs ont remis l'église au milieu du village. Elle sera à cette occasion le théâtre de 2 concerts dans les prochains mois. Le premier se déroule le samedi 24 mars à 20h30. L'occasion pour tous de découvrir par soi-même l'aboutissement d'un an de souscription. De Montmorillon à Nantia, de Bellac à la Souterraine, c'est la marche à suivre sur RMJ. D'Oradour-Saint-Genès, on prend la direction de Villefavar. Là-bas, le samedi 3 mars se déroule le prochain salon du livre. On a évoqué le polar la semaine dernière sur cette antenne. On va évoquer maintenant les auteurs du terroir.
Bien sûr que le terroir sera au cœur du prochain salon du livre de la Basse-Marche. On désigne par l'expression littérature de terroir une forme de littérature ancrée dans les traditions régionales. Celle ici de la Basse-Marche et du Limousin en général. Bon nombre des auteurs présents à ce salon de la Basse-Marche aiment relater la vie et les traditions d'autrefois. Des auteurs nés ici, d'autres qui ont découvert la vie de nos anciens lors de séjours comme Jean-Claude Vigneault. L'auteur relate la vie d'autrefois de la Croix-sur-Gartempe avec précision. C'est lors de vacances forcées pendant la Seconde Guerre mondiale qu'il découvrira le quotidien de ses grands-parents et qu'il nous relate dans « Et la Gartempe s'en est allée » et Marceline et les autres. Mes parents m'ont envoyé en vacances à la Croix en juillet 1939 et pour les raisons que vous imaginez, je n'en suis pas revenu alors que je devais repartir en octobre pour la rentrée des classes. Je me suis donc retrouvé dans un monde que j'ignorais totalement et qui m'a accueilli avec tellement de gentillesse que je ne saurais jamais l'oublier. Cela étant, il faut reconnaître que ce monde était un monde de vieux. D'abord parce que quand on est enfant, je pense qu'on est vieux très tôt. Et d'autre part, c'est vrai que les grands-mères, surtout les dames, étaient des grands-mères, toutes vêtues de noir avec des fichus. Et c'était quand même un monde tellement différent de ce que j'avais pu rencontrer quelques mois auparavant dans le 10e arrondissement de Paris. Jean-Claude Vigneault, présent à ce salon du livre de la Basse-Marche aux côtés de Pierre Loti. À la tête des éditions de la Vétizou, il est un fervent défenseur du terroir. La ruralité, ça a été, on pourrait dire, quelque chose en France. La ruralité, c'est aussi des traditions, des croyances, des superstitions. Et je crois que c'est une chance pour la France, pour le Limousin. C'est une chance parce que c'est un équilibre. C'est une sagesse et faisons tout pour la préserver, cette ruralité. Parce que c'est dans ces toutes petites communes, dans ces tout petits pays, comme nous disons, que se trouve encore la vie, la vraie vie. Pierre Loti nous présentera son dernier ouvrage, Adrien de la Combolou, ou l'histoire d'un maçon creusois, digne héritier de Martin Nadeau, devenu le maître du temps et de l'eau, prétexte pour l'auteur à nous faire revivre la vie d'autrefois en Limousin. Cette vie rurale que Christian Mal relate dans ses romans de terroir, avec Arsène le vieux laboureur, il nous raconte des histoires vécues par les gens de la campagne de la Basse-Marche. Je suis moi-même un fils d'agriculteur, né à la ferme, qui a grandi à la ferme, donc qui connaît bien cette vie-là, des années 60, 50, 60. Je fais référence, oui, à cette manière de vivre qu'avaient nos parents paysans. Le temps importait peu. C'était la saison. Et quand la saison arrivait, il fallait faire telle chose ou telle chose. Ma foi, si on se levait des potrons minés et qu'on aille se coucher après à des 11h du soir, c'était pas grave, ça faisait partie du travail, de la vie paysanne. Et bon, après, on avait d'autres saisons où c'était un petit peu plus léger, les vendanges, les choses comme ça. Voilà, plus relâché. Mais cette notion de temps n'était pas du tout celle que nous entretenons aujourd'hui avec le temps qui passe. Voilà, tout à fait. Et oui, ils n'avaient pas de montre d'ailleurs. Moi je me souviens, papa n'avait pas de montre. Et lisait-il au soleil alors Oui, l'heure du soleil. L'heure des choulets. Oui, l'heure du soleil. Christian Mal, fier de sa campagne et de son parler le bas-marchois qu'il aime encore utiliser en famille chez lui dans la région de Saint-Barban. Le patois bas-marchois qui s'est façonné depuis des siècles entre Languedoy et Languedoc dans ce croissant linguistique. Depuis des années, Michel Dupe lui redonne ses lettres de noblesse à travers ses ouvrages. Il nous revient avec un nouveau tome pour mieux en comprendre les particularités locales et le vocabulaire. Les premiers linguistes, Tourtoulon et Bringuier, qui avaient été missionnés par le ministre de l'Éducation de l'époque pour étudier la séparation, la limite entre Languedoc et Languedoy, qui avaient fait cette constatation. Donc il s'était aperçu que le vocabulaire, les conjugaisons du langage de Basse-Marche étaient très similaires à l'occitan, mais prononcés avec un accent tout à fait berrichon, francophone et berrichon. C'est donc une dizaine d'auteurs qui sera présent à ce salon du livre de la Basse-Marche pour évoquer le terroir. La littérature du terroir qui prône la terre, la famille et la langue, axée sur la continuité, les traditions et la transmission des valeurs. Vous serez servi le samedi 3 mars à Villefavard avec les 26 auteurs présents à la ferme de Villefavard. Entre terroir, polar et autres styles, l'entrée est gratuite de 10h à 17h30.
La marche à suivre avec Christophe Gourcerol. Et dans ce salon du livre de la basse marche, vous pourrez découvrir la passion de Daniel Guéra. Il collectionne des mini BD. Ces BD qui avaient le vent en poupe dans les années 60-70, elles s'échangeaient de main en main, ou plutôt de poche en poche. Daniel Guéra sera là au salon du livre pour nous faire partager sa passion et animer une mini-conférence. Il est au micro de Jérémy Wattiez. Ivanhoé, La Route de l'Ouest, Marco Polo, je me limite à ça. Et après, j'essaye de trouver des exemplaires uniques d'autres BD qui sont sortis à l'époque, comme Kit Carson, Buck John, toutes ces séries-là. Mais en petite quantité, parce que sinon, on se laisse vite envahir et ça prend beaucoup de place. À l'époque, pour se les procurer, c'était l'attente. Le numéro paraissait tous les combien ? À l'époque, il y en avait des fois un tous les 15 jours, ou un tous les mois, ou un trimestriel, ça dépend de la série qu'on suivait. Mais il faut dire qu'il y avait une grande quantité de BD qui sortaient, c'était impressionnant. Vous êtes vraiment intéressé par tout ce qui concerne le western, la conquête de l'Ouest en fait. Voilà, parce que moi j'aime bien tout ce qui a rapport à l'Amérique, aux USA. Et puis je trouve que la conquête de l'Ouest, c'est quand même une épopée assez extraordinaire. De pouvoir construire un pays en l'espace de 300 ans. Il y a eu quand même des personnages à l'époque, comme les grands chefs indiens, comme Buffalo Bill, Kit Carson, des gens comme ça, c'était quand même assez extraordinaire. Et comment vous est venue cette passion ? C'est un petit peu de la nostalgie en fait ? Ben non, parce que moi j'aime bien les BD, mais j'aime bien aussi le cinéma. Et dans le cinéma, un des réalisateurs que je préférais, et que je préfère toujours, c'est John Ford. Avec John Wayne, et puis il a fait des films mythiques, Le Chevauché Fantastique, et je pense que c'était un réalisateur qui réalisait vraiment l'épopée du western comme je l'aime. Et pour se procurer des illustrés, c'est devenu difficile. On fait quoi ? On fait des brocantes ? On arrive à en trouver dans des salons, mais le problème c'est que les gens les vendent à la cotation sur internet, donc des fois c'est relativement cher. Sinon on arrive à en trouver dans des vides-greniers, ou sinon on peut avoir des relations qui les échangent. Ou sinon maintenant on peut en trouver grâce à internet sur des sites spécialisés, on peut trouver des numéros qu'on recherche. Donc ça reste encore relativement facile d'en trouver. On est dans votre pièce là justement, vous avez une collection et c'est l'avantage aussi que ce soit, on va dire, en plus petit. On peut en collectionner un peu plus sans forcément que ça prenne trop de place quand même. Faut pas trop abuser non plus quoi. Voilà, c'est l'avantage, ça prend pas trop de place et c'est quand même d'une lecture relativement facile qui prend peu de temps. Ça évite de se lasser trop vite, parce que c'est vrai que quand on ouvre un bouquin de 300 pages ou 400 pages, on n'a pas toujours le temps de le finir. Mais quand je dis que je suis un amateur, c'est parce que je suis pas un collectionneur compulsif. Moi, ça me dérange pas d'attendre pour acquérir le bouquin que je veux. Je suis pas pressé. C'est l'avantage. Parce qu'il y en a qui sont collectionneurs, mais c'est compulsif. Ils achètent tout ce qu'ils trouvent. Là, c'est pas mon cas. Moi, je préfère prendre le temps et sélectionner ce qui m'intéresse. Et justement, vous serez présent également donc au Salon du Livre de Villefavard, la 2e édition. Vous avez prévu une petite collection qui est quand même assez intéressante. Vous pourrez en parler un petit peu ? Oui, bien sûr, oui, j'ai été invité au Salon de Villefavard par Monsieur Perronnet, ce qui m'a fait plaisir, parce que ça permet de montrer aux gens qui savent pas spécifiquement ce que c'est, et puis, comme je suis à la retraite, ça montre aussi un pôle d'intérêt de ma part, et puis ça peut être intéressant de discuter avec les gens et de connaître leur avis et de savoir ce qu'ils en pensent. Et puis le but, c'est aussi de se rappeler un peu, on va dire, sans mauvais jeu de mots, cette page d'histoire qui est très intéressante. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans la mesure où on rencontre du monde qu'on connaît pas spécifiquement, on peut rencontrer des gens qui sont tout proches, qui s'intéressent au même pôle d'intérêt que moi et que je connais pas. Donc ça peut être une découverte pour moi comme pour eux, ça peut être intéressant. Daniel Guéra sera à la ferme de Villefavard le 3 mars prochain avec une petite partie de sa collection. À 11h, il donnera une conférence sur les digestes. Ce sera l'occasion pour certains d'entre vous de découvrir ou redécouvrir ces petites bandes dessinées qui vous ont accompagné pendant votre enfance. De Montmorillon à Nantia, de Bellac à la Souterraine, c'est la marche à suivre sur RMJ. Voilà le résumé d'une semaine d'infos locales sur votre radio RMJ qui, du lundi au samedi, vous propose un reportage quotidien pour parler de vous, pour vous donner la parole sur le 90.1. On se retrouve très vite pour parler à nouveau de vous, ici, sur votre radio. De Montmorillon à Nantia, de Bellac à la Souterraine, c'est la marche à suivre sur RMJ.